Nos prochains invités sont de jeunes scientifiques en climatologie et en biologie. Et il y a 2 ans de ça, ils ont décidé de monter une expédition en Antarctique, sauf qu'ils n'avaient jamais pris de bateau. Et donc forcément, il y a eu des péripéties qu'ils vont venir nous raconter. Merci d'applaudir Baptiste et Niels. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc on est tous les deux aujourd'hui en thèse, mais l'histoire qu'on va vous raconter, elle commence bien avant, au début de nos études supérieures, en fait, quand on s'est rencontrés et qu'on a réalisé qu'on avait une passion commune pour la recherche en Antarctique, donc pour la recherche qui se fait au pôle Sud. Et en fait, à partir de cette passion commune, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille faire des sciences de terrain là-bas. Donc on s'est retrouvé avec d'autres étudiants et d'autres étudiantes qui étaient motivés par le même sujet. On a monté une association, on a travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans, on a récupéré des financements, des partenariats, on a travaillé avec des scientifiques forcément qui nous ont accompagnés et on a enfin pu monter ce projet qui était à la fois un projet de recherche scientifique mais aussi de médiation scientifique et de pédagogie, avec comme question centrale la question de l'impact des êtres humains sur leur environnement et la question des études du réchauffement climatique. Alors ce projet, il a été long et comme tous les projets, comme toutes les expéditions, il a eu beaucoup d'imprévus. Alors quand on décide de partir en expédition de terrain, surtout quand c'est à l'autre bout du monde, eh ben, on doit préparer beaucoup de choses en amont, que ce soit les projets scientifiques, que ce soit monter tous les partenariats. Et nous, on avait une question aussi qui était assez importante pour nous, c'était de réduire l'empreinte environnementale du projet et donc de partir en bateau. Mais partir en bateau depuis chez nous. Et donc, on a dû trouver un bateau pour partir depuis la France pour aller jusqu'en Antarctique. Et tous les bateaux ne permettent pas de faire ça. Et donc, on est parti vraiment avec un niveau de connaissance 0 en voile. Et on a dû trouver un bateau. Donc, en 2020, on commence à chercher un bateau. On doit partir en septembre 2021. On apprend par amis d'amis qu'un certain capitaine, qui a des vieux gréements et qui pourrait être intéressé par notre projet, qui est un petit peu une sorte d'aventure contemporaine. En tout cas, il peut être intéressé. On le rencontre à côté de Marseille en juillet 2020. Alors c'est un personnage tout droit sorti d'un film, très musclé, les cheveux bouclés jusqu'aux épaules, les yeux bleus. Il s'appelait Ulysse. Vraiment, on était face au Ulysse d'Homère, littéralement. Très beau parleur. On lui présente le projet. On lui dit, voilà, on veut un bateau, on veut pouvoir aménager un laboratoire dessus pour pouvoir faire notre recherche et aller à l'Antarctique. Lui, il aime bien le projet, il me dit, ok, ça me botte. Alors, il avait un bateau, un vieux gréement, mais il me dit, j'ai une meilleure idée. Je connais un gars, il s'appelle le vieux Karl, il habite en Norvège, c'est un ancien pêcheur de baleines, mais il a plein de baleiniers. Et je pense pouvoir lui en acheter un à bon prix. Nous, à ce moment-là, on se dit, mais super idée, trop bien. Du coup, on était jeunes. C'était il y a 3 ans. 3 ans. On se dit, ok, très bien, on ramasse nos économies, ok, on achète un baleinier. Donc il part en Norvège, il achète un baleinier, il revient avec un baleinier. C'était un peu une coquille vide, hein. Donc il y avait un moteur, un mât, la coque, mais bon, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc il arrive en septembre 2020 à Douarnenez, en Bretagne. Donc nous, on fait nos études à Paris, donc on commence à faire des allers-retours entre Paris et la Bretagne pour travailler sur le bateau. Donc on fait les plans du laboratoire, on transvase des trucs, bref, tous les week-ends. Sauf que 2020, c'est la période du Covid. Et en fait, à ce moment-là, il y a un 3e confinement, un 2e ou 3e confinement. En tout cas, de Paris, on ne peut plus aller en Bretagne. Et donc, le chantier s'arrête. Le temps passe et on commence à se dire, ok, ça va commencer à être compliqué de finir les travaux parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Et on part en fait dans quelques mois, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, ok, pas grave, plan B. Plan B, c'est son bateau, il s'appelle le Lune. C'est un vieux gréement aussi, mais qui est prêt à partir. Il faut juste qu'on dessine le laboratoire et qu'on le construise. Ok, on a 5 mois, ça va. Mais aux alentours de Noël, notre cher capitaine décide de partir aux Antilles pour aller vendre du rhum. Alors, parce que à cause du Covid, il ne pouvait pas travailler, donc il avait besoin de refaire les caisses, et du coup, il part. Bon, on n'avait pas vraiment le choix, et il part, plus de nouvelles.
Le personnage, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de mail, enfin, plus de nouvelles pendant des semaines. Donc, intérieurement, on commence à sentir que ça sent pas très bon, mais on est un peu dans le déni. Ok, ça va le faire, il va revenir, tout va bien se passer. En avril, on n'a toujours pas de nouvelles, et là, il y a un des marins qu'on connaissait qui nous appelle et qui nous dit « Ok les gars, partez pas avec lui, c'est un malade, il a essayé de vendre le bateau, la traversée s'est hyper mal passée, et en fait, il fait du trafic de rhum, enfin vraiment, partez pas avec lui. » Donc notre Ulysse s'est transformé en Jack Sparrow ou en pirate des temps modernes. Et nous, on se retrouve sans bateau à 3 mois avant le départ. Super. On se remet à rechercher un bateau. Et là, pour le coup, pour la première fois, le Covid nous a un peu aidés parce qu'on a rencontré un capitaine qui, normalement, emmène des skieurs au Groenland. Et parce que le Covid bloquait son bateau à quai, il n'avait pas pu partir et son bateau était disponible pour la période qui nous intéressait. Trop bien. On fait des essais en mer en août, ça se passe bien. Et en octobre, on est prêt à partir. Donc, depuis le vieux port de Marseille, en octobre 2021, on hisse les voiles et on part en direction de l'Antarctique. Donc là, c'est le moment où, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on met les pieds sur un bateau et on sait qu'on part pour, a priori, 40 jours sans toucher terre, quoi. À minimum. Et on était content de ne plus partir avec l'autre capitaine. Et là, en fait, on se rend compte que le nouveau capitaine, qui est pour le coup un excellent marin, mais en fait, ça se passe hyper mal à bord. Mais vraiment, hyper mal. Tellement mal qu'on est parti avec 2 marins. Il y en a un qui abandonne le bateau à Gibraltar au bout de 6 jours de navigation, tellement il ne supportait plus de se faire insulter par le capitaine. Donc voilà, nous on part avec ce capitaine-là pendant au moins 2 mois de navigation sans escale. Donc on continue, on traverse la Méditerranée, Gibraltar, on arrive en Atlantique, on passe l'équateur, seuil un peu symbolique quand on fait de la voile, jusqu'à arriver dans les mers du Sud. Donc les mers du Sud, dans le milieu de la voile, c'est un peu connu comme les endroits où il y a un peu des tempêtes, des choses comme ça. Donc forcément, nous, là, c'est un moment où ça fait plusieurs dizaines de jours qu'on est loin des côtes. On a 3000 km d'un côté, 3000 km de l'autre. Ce qu'on voit, c'est du ciel plus ou moins bleu et la mer à perte de vue. Et on passe le cap des 40e rugissants, qui est un petit peu connu. Bon, là, ça se passe bien, un peu des vagues. Mais par contre, on arrive au 50e hurlant. Et là, c'est plus tout à fait la même histoire. 50e hurlant, en fait, on commence à essuyer notre première tempête. Et elle arrive à un moment où il nous reste 3 jours de navigation. Donc ça va, on est presque arrivé. Il nous reste 3 jours. Et 3 jours, 3 mauvais jours à passer, et ça ira. Donc une tempête sur un bateau, il faut imaginer, là, en l'occurrence, c'était 80 km/h de vent et des vagues de 8 mètres de haut. Donc 8 mètres de haut, alors je sais pas, ça doit faire... donc un Baptiste, ça fait à peu près 2 mètres, donc vous en mettez 4, et ça vous fait les vagues. Donc forcément, quand on est dans un bateau qui fait 20 mètres et qu'on a des vagues de 8 mètres, le bateau, à chaque vague, il décolle et il vient s'écraser à la vague d'après. Et nous, nos cabines étaient tout à l'avant du bateau, donc à l'endroit où on est un petit peu au bout de la catapulte et hop, toutes les minutes, hop, ça décolle. Donc évidemment, on se retrouve dans des situations où la seule chose qu'on peut faire, c'est discuter entre nous, ce qui est agréable en soi, mais on peut certainement pas lire parce que le livre s'envole de nos mains. On peut pas utiliser n'importe quel matériel informatique, c'est pas trop possible parce que en fait, il y a aussi un peu de l'eau qui s'infiltre dans le bateau. Il y a d'autres soucis aussi, c'est que ces vagues qui balayent constamment le bateau, cette eau de mer, elle vient contaminer nos réserves d'eau douce. Et vu qu'il y a trop de vagues, on ne peut plus faire tourner le désalinisateur, on ne peut plus produire de l'eau douce. Donc petit à petit, l'eau qu'on boit, elle devient salée. Alors c'est pas très grave qu'elle soit salée parce que dans tous les cas, on ne peut pas mettre de chauffage, donc le bateau est à 7 degrés, la température de l'eau autour de nous. Donc il fait 7 degrés, et quand on boit de l'eau salée à 7 degrés, en fait on ne la sent pas parce que l'eau est trop froide. Donc, et le fait que ce soit de l'eau salée, c'est pas si mal parce qu'en fait on ne peut plus cuisiner, on mange que de la soupe déshydratée, donc comme ça on n'a pas besoin de rajouter du sel. C'est moins bien pour le café, mais pour la soupe ça va. Et finalement, on est dans cette tempête qui dure que 3 jours, sauf que au bout du premier jour, on déchire une voile. On déchire une voile, c'est pas grave, on sort le matériel de couture, on recoud la voile. Oui, on la redéchire après. Cette fois, on peut pas la recoudre. Ok, on prend quelques jours de retard. C'est pas grave. On va arriver dans 5 jours au lieu de 3. Et là, en fait, on dort, donc 6 heures du matin, on entend un boum, énorme bruit.
Alors là, on se réveille, on se dit bon, alors est-ce qu'on coule? Non, on coule pas, ok, ça va. En fait, il nous restait 2 voiles. En fait, il nous en reste plus qu'une, parce qu'il y en a une qui vient éclater complètement. Donc là, en fait, il va pas nous falloir 3 jours, il va nous en falloir 15 pour arriver à Ushuaia et pouvoir enfin appeler nos familles et leur dire non, mais on n'est pas mort dans la tempête, on a pris un peu de retard, mais tout va bien, pas d'inquiétude. Bref, on arrive à Ushuaia, on peut réadapter nos protocoles scientifiques et se préparer pour la destination du bout du monde qui est vraiment l'Antarctique. Il y a vraiment cette idée de bout du monde, parce que quand on arrive à Ushuaia, on est déjà, on va dire, un peu à la frontière de la civilisation quand même, et là, on s'engage pour des jours et des jours de navigation, pour traverser le passage de Drake, pour passer le Cap Horn, pour arriver jusqu'en Antarctique. Et cette arrivée, elle se fait un matin, pareil, 6h30 du matin, et on se réveille et on voit un immense nuage très plat à l'horizon. Un immense nuage, et on s'approche et on se dit, mais il a une forme bizarre ce nuage. Ce nuage, il n'est pas classique, quoi. Et on s'approche, et au fur et à mesure qu'on s'approche, on se rend compte que ce n'est pas du tout un nuage, en fait. En fait, ce qu'on a devant nous, c'est une immense montagne. Et c'est même pas une montagne, en fait. En fait, ce qu'on a devant nous, c'est un glacier. On est face au glacier de l'île du Roi George, des glaciers qui sont absolument immenses. Il faut bien se rendre compte que quand on est face à ça, en fait, on le voit dans notre champ de vision à gauche, mais il faut tourner la tête, et il disparaît à droite, il faut également tourner la tête. C'est juste colossal, c'est inimaginable, en fait. Et les ordres de grandeur, de distance, de taille, impossible de s'imaginer ça. C'est juste, même en ayant bossé sur l'Antarctique avant d'y aller, voir la dimension de ces glaciers, et c'est assez inimaginable. Bon, en tout cas, on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur ce glacier parce qu'on doit mener nos protocoles scientifiques à bien et on a la mer qui commence à se lever, il faut vite qu'on se mette à l'abri et qu'on prépare nos journées de terrain. Alors nos journées de terrain, très concrètement, c'est réveil 6h30 pour un bon petit déjeuner parce qu'après on ne va pas manger de la journée. On ne peut pas manger sur le terrain en Antarctique, il y a beaucoup de lois pour protéger la biodiversité, pour protéger les espèces qui sont présentes en Antarctique. Donc on se prépare, petit déjeuner, on s'habille. On s'habille assez chaudement, on prévoit de quoi passer la nuit parce que potentiellement on peut avoir des problèmes et rester bloqué sur le terrain. Et on part sur une petite annexe, un petit canot qui fait les allers-retours entre le bateau et la terre ferme. On a le droit de débarquer qu'à des endroits très précis. Une fois débarqué, on installe le camp de base. Le camp de base, c'est vraiment la priorité. C'est l'endroit où on va tous se retrouver en cas de problème parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut recevoir un appel du capitaine sur les talkie-walkie qui nous dira « dans 1 heure, il faut que vous soyez sur le bateau ». Et si ça se passe, il faut absolument rentrer. Pourquoi ? Parce que la météo change très vite. Et d'un moment à l'autre, le bateau peut être prisonnier des glaces et nous, on peut être prisonnier de l'île où on est. Et prisonnier d'une île où une tempête se lève, ça passe 1 jour, 2 jours, ça passe pas 1 semaine. Donc bref, il faut être très réactif. C'est des endroits où la moindre blessure peut être fatale. Ici, si on se casse la jambe, c'est pénible, ça va le faire. En Antarctique, si tu te casses la jambe, potentiellement, tu es mort. Donc il faut être très prudent, il faut être très vigilant sur la sécurité. En tout cas, on mène nos expériences à bien et le soir, on rentre, 17h, on remonte sur le bateau, on se décontamine totalement pour éviter de transporter des êtres vivants d'un point de l'Antarctique à l'autre, de faire des contaminations entre différents sites. Et enfin, on peut profiter d'un moment de convivialité tous ensemble. Et les jours se succèdent comme ça. On descend petit à petit, de plus en plus vers le sud. Et au fur et à mesure qu'on progresse vers le sud, on progresse dans des milieux qui sont de plus en plus sauvages, avec de moins en moins d'empreintes humaines. L'objectif, c'était d'atteindre une station de recherche. Parce que Margot, qui est sociologue dans le groupe d'étudiants, et moi-même, on devait débarquer sur une station de recherche pour pouvoir faire une grande partie de nos protocoles. C'est une station ukrainienne et en fait, on avait une collaboration avec eux et ils acceptaient de nous accueillir. Mais pour arriver sur ce point qui est très au sud, il fallait qu'on traverse des zones avec une densité de banquise extrêmement forte. Donc pendant plusieurs jours, alors qu'il neigeait, le bateau devait slalomer entre le pack de banquise, progressivement briser les morceaux de banquise pour avancer au ralenti, tout doucement. Et au bout de 2-3 jours comme ça, donc on est début janvier, on arrive... Début janvier 2022, on arrive à la station. Donc c'est une station de recherche, donc c'est 1 ou 2 bâtiments verts posés au milieu d'une petite île. Donc on débarque avec Margot, donc on se sépare avec le groupe pour la première fois. Eux restent sur le bateau et rentrent en direction d'Ushuaia. Et nous, on arrive sur la base pendant un certain temps et on devra se débrouiller pour repartir ensuite. C'était un peu le deal dans les conditions dans lesquelles on a pu aller sur cette base.
On est accueillis par le médecin, le chef de base, qui nous font visiter. Donc il y a des couloirs avec des laboratoires, quelques chambres avec des stores, parce que pendant une période de l'année, il fait jour tout le temps, et une salle de convivialité à l'étage avec une cuisine. On est sur une petite île qui fait 1 km de long maximum, avec 100 mètres de dénivelé. Et voilà. Et les jours commencent à succéder. On est posé au milieu de cette petite île. Donc moi, j'étudiais la neige et les précipitations de neige et de pluie. Donc tous les matins, à 7 heures, je me levais, je partais de la base, je montais avec des raquettes au sommet de l'île pour aller récolter un peu de neige de surface. Et tous les jours, je faisais ça. Et ensuite, je retournais à la base, je mettais ça dans des petites fioles et je les stockais. Et s'il pleuvait ou il neigeait, c'est l'été en Antarctique et sur cette région, il peut pleuvoir parfois, je collectais toutes les heures l'eau de pluie ou de la neige pour les stocker. Donc quand il fait beau, je pouvais travailler dans la station, me promener, me reposer. Quand il pleuvait ou il neigeait, j'allais dehors. Je travaille sur un processus je travaillais sur une rivière atmosphérique. C'est un courant aérien extrêmement riche en humidité. C'est assez rare et l'Antarctique, c'est assez sec. Donc quand il y a cette intrusion d'humidité qui arrive, ça génère énormément de pluie ou de neige. Et donc quand il y a ça, il y en a 1 ou 2 par mois, je sortais toutes les heures pour collecter. Et quand c'est de jour, c'est pratique. Quand c'est de nuit, on doit aussi sortir. Et donc voilà, les jours se succèdent sur cette base. On est extrêmement bien accueillis par tous les scientifiques et ingénieurs de la base. On a des moments de convivialité forts. Il faut savoir que quand on est aussi isolé du monde, en fait, il faut faire attention de garder du lien social parce qu'on a tendance un peu à se renfermer sur soi-même. Et dans une station comme ça, pour que ça se passe bien, il faut garder du lien social avec les gens. Donc il y avait des moments de convivialité, comme il y avait un vieux sauna qui avait été construit il y a plus de 20 ans au bord de la mer, à côté de la station. Donc on y allait le soir, donc il fallait marcher à côté des manchots, entrer dans le sauna qui était chauffé beaucoup trop fort, et ensuite on allait se baigner dans la mer avec des petits icebergs à côté. Il y avait le samedi soir un festin qui était cuisiné pour qu'il y ait un grand moment de convivialité avec tous les membres de la base, où on trinquait avec de la vodka qui distillait sur la base. Donc c'était des moments humains très très forts. Et fin février, je faisais un terrain de nuit, donc 20h, il commence à pleuvoir, donc je sors dehors toutes les heures, 20h, 21h, minuit, jusqu'à 2h du matin. Et je rentre normalement à 2h du matin, il n'y a personne. Enfin, les gens dorment, il y a une personne qui fait des rondes. Mais là, ce soir-là, il y avait du monde dans la station. Les lumières étaient allumées et les gens chuchotaient. Et quand je rentre, je me souviens très très bien l'atmosphère était particulière, les traits étaient tirés des personnes qui étaient là. Donc je vais les voir, je demande à Yann, qui est un jeune chercheur avec qui on avait sympathisé, et il me répond en larmes, la Russie vient d'envahir l'Ukraine. C'était le début de la guerre. Et à ce moment-là, il y a eu un shift énorme sur cette période de vie sur la base. Donc on est sur une base ukrainienne à 15 000 km de l'Europe ouest et est, et leur pays dans lequel ils habitaient était en train de se faire envahir. C'était tout le début, donc il y avait énormément d'incertitudes, et c'était ça aussi qui était effrayant. Et en fait, il y avait une sorte de paradoxe absolu qui s'est créé entre l'extérieur, qui était immense, sauvage, presque apaisant en fait, et l'intérieur de la station, où en fait on était presque les pieds en Ukraine à ce moment-là. On avait les réseaux sociaux, la télé, donc on avait les images de la guerre en Ukraine en permanence, sans filtre de médias occidentaux. Et eux passaient la journée au téléphone pour essayer de prendre des nouvelles de leurs proches, aider telle personne à quitter telle ville, à apprendre des nouvelles plus dures. Et en parallèle de ça, ils continuaient à faire leur protocole de recherche et à maintenir la base en vie. La base s'appelle Vernadsky. Et en fait, il faut savoir qu'une base en Antarctique, si on l'abandonne, c'est très très difficile de la faire repartir, parce qu'il fait trop froid. Et donc, cette base qui a une place toute particulière pour la recherche polaire ukrainienne, qui les positionne sur la scène de la recherche internationale, elle a une place vraiment importante. Et du coup, ils voulaient que ça continue. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, on ne pouvait plus rester, parce qu'il y avait trop d'incertitudes. Et donc on a dû trouver un bateau qui nous rapatrie. Donc on a été rapatrié par un voilier polonais qui est rentré en direction du Choya, donc début mars. On était d'ailleurs accompagné par Andrei, qui est un Ukrainien, un biologiste marin qui avait fini sa campagne et qui partait pour rejoindre le front. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a terminé notre expédition. De manière un peu plus générale, ça nous a montré ou rappelé en tout cas que derrière un résultat scientifique, il y a un travail qui est énorme et il y a énormément d'aléas. Et que la science, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Alors c'est vrai que dans notre cas, quand on monte une expédition polaire de recherche, on n'avait pas d'expérience, donc on s'est cassé les dents et ça a rajouté des incertitudes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez systématique, cet aléa derrière la recherche de terrain et même de laboratoire. Et de manière encore plus générale, en fait, la science, elle est profondément conditionnée par les personnes qui la font et par le contexte de la société dans lequel elle s'insère. Mais c'est aussi pour ça que la recherche scientifique, c'est une véritable aventure
dans toutes les dimensions.